Je retrouve Jean Gouachman parce que il a une grande expérience électorale et dans une série, Jean, que j'ai commencé, que je fais au fil de l'eau, comme ça, je parle des méthodes de contre-influence pour neutraliser les oppositions. Alors, je parle pas mal des techniques utilisées dans les médias, les techniques utilisées dans l'information pour de neutraliser les complotistes, toutes ces techniques émanent de recherches scientifiques qui ont été faites beaucoup aux États-Unis, beaucoup par des gens proches de la CIA, mais elles sont couramment utilisées en France. De temps en temps, quand ça me prend, quand ils me font trop chier, quand les infiltrés me font trop chier, j'en sors une comme ça pour... voilà. Mais il y a aussi des techniques utilisées au moment des élections pour empêcher des listes d'émerger. Moi, j'ai vu ces techniques utilisées en 2019. Je me souviens d'une liste, il y avait une fille, une superbe rousse qui s'appelait Ingrid Levavasseur chez les Gilets jaunes qui devait créer une liste. Alors, elle avait avec elle des gens comme Aïk Chahinian, donc tu as peut-être entendu parler, qui était, alors c'était un Arménien, il remplissait pas les conditions pour être élu, et c'était un Arménien du Parti socialiste de Marseille qui s'était infiltré dans le groupe de Montargis. Il faudra un jour parler du groupe de Montargis des Gilets jaunes. Il y avait aussi un autre qui s'appelait Marc Doyer, qui était Gilet jaune, donc tout cela devait être sur la liste. Et puis petit à petit, Ingrid, sa sœur, a été lâchée par ses colistiers qui lui ont dit: Ah non, mais on ne vient pas avec elle, c'est trop le bordel, etc. Euh, et donc, je voulais que toi, tu nous parles des techniques que tu as connues et que tu nous racontes tes souvenirs d'anciens combattants, si j'ose dire, des élections, puisque je ne révèle pas grand-chose en disant que tu étais président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne. C'est Pays une de région Loire, Pays de Loire. Pays de Loire. Oh, je ne sais pas pourquoi on les a gardés séparés alors que c'est la même région. Paf, celle-là. Je C'est vais encore avoir 10 commentaires assassins disant vous êtes vieille histoire. adorable. Oui, oui. Et donc, Euh, je voulais que tu nous expliques comment toi, tu as vécu les montages de listes électorales et les techniques pour t'empêcher d'avancer, puisqu'au fond, tu appartenais à un parti un peu urticant qu'il fallait neutraliser. Comment ça se passait? Est-ce que tu peux nous raconter? alors, j'ai été effectivement plusieurs fois candidat à des élections. Sur la dernière élection, là, j'ai pas grand-chose à en dire parce que une élection, comment dirais-je, qui se fait euh, sur une liste électorale dont les gens appartiennent, lorsque c'est une liste partisane, appartiennent par définition au même parti. Bon, ben, en général, les gens qui viennent sur la liste, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est qu'ils ont été déjà adoubés par la Commission nationale d'investiture du parti en question. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de travail sur un plan local. Non, l'élection la plus intéressante de ce point de vue-là sont certainement les élections de liste, mais qui ne font pas appel à des partis politiques, en particulier. Donc, les élections municipales. C'est dans l'élection municipale parce que j'avais monté une liste. Enfin, nous étions au départ un petit noyau de 3 ou 4 personnes qui avions décidé de monter une liste électorale. Et après, donc, il a fallu se répartir un petit peu les tâches. Et j'étais en quelque sorte chargé de veiller justement à ce que la liste puisse être déposée. Alors, il y a des difficultés, je dirais, en ordre croissant. Bon, au départ, la première difficulté, c'est de trouver des gens qui acceptent d'être sur la liste et puis de voir quelle est Des leur hommes et des motivation femmes? exacte. Hommes et femmes, absolument. Et ça pose un problème à beaucoup d'ailleurs de gens parce que on a, enfin, peut-être que maintenant les choses se sont améliorées, mais je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait des difficultés pour trouver autant de femmes que d'hommes. Bon, ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a une liste avec la bonne répartition hommes et femmes, en nombre suffisant, il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Parce que la difficulté, c'est de maintenir justement les gens qui font un engagement de candidature, mais cet engagement de candidature n'est pas gravé dans le marbre, et les gens peuvent tout à fait, au dernier moment, retirer leur candidature, et ça, c'est le plus dangereux, parce que si on n'a pas immédiatement d'autres noms à mettre à la place,
eh bien, on se trouve avec une liste qui n'est pas complète et donc qui n'est pas recevable. Et ça, alors, les motivations des gens peuvent être différentes. Effectivement, certains, parce que c'est je dirais, leur entourage familial qui leur fait le reproche d'aller sur une liste plutôt que sur une autre, etc. Enfin bon, Mhm. ces gens-là ont en général l'honnêteté de le dire avant. Bon, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les remplacer. Non, les plus dangereux, alors, il y a aussi des gens qui viennent dans la liste, qui ont tout à fait le profil, mais ce qu'ils ne nous disent pas, et pour cause, c'est qu'ils viennent là, en fait, pour rendre compte de l'état d'avancement de notre liste à d'autres concurrents. Alors, Et est-ce que cela, tu es bien en train, évidemment, parce que il faut que les gens comprennent ce que ça signifie, puisque les gens ne mesurent pas forcément, et c'est de la paranoïa, mais ça n'existe pas, mais enfin non, c'est dans les films de science-fiction. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il existe une technique habituelle dans la vie politique, y compris locale, y compris dans des communes de taille modeste, où une liste pour, d'une façon ou d'une autre, espionner les autres, envoie des faux candidats pour savoir ce qui s'y passe? absolument. Je l'ai constaté. C'est Et je courant. l'ai constaté à différentes reprises, et pas que sur ma liste, enfin pas que sur la liste dont j'avais la charge. Oui, on a des gens qui viennent et qui en fait viennent là pour, ils servent d'informateurs à d'autres listes. D'abord pour savoir qui on a sur notre liste, parce que c'est quand même important, parce qu'avant qu'elle soit publiée officiellement, on ne le dit pas et on n'a pas à le dire. Mhm. Bon, et il y a des gens qui Est-ce après, que ça permet éventuellement de faire pression sur ceux qui sont pressentis pour être sur la liste? absolument. J'ai Tu vu as le connu cas, ça, toi? j'ai connu ça de quelqu'un qui était venu sur la liste en gestation et qui nous a quittés quelques jours après parce qu'il avait réussi à obtenir une meilleure place sur la liste qu'il quittait. Mais est-ce que Voilà. il y a des gens de la liste que tu connais, des gens est-ce que tu as connu ces situations où des gens sur la liste ont reçu des coups de téléphone en disant il paraît que tu vas avec Pierre, Paul ou Jacques, tes enfants, il y aura plus de je sais pas quoi, tu vas subir des mesures de rétorsion, etc. Ça, ça, moi, on ne me l'a jamais dit, mais c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi la démarche inverse qui consiste à dire si tu ne me mets pas sur une meilleure place, je vais dans la liste d'à côté. Les deux fonctionnent. Mais tous les coups sont permis là-dedans. Donc, il faut simplement y faire attention. Et moi, le conseil totalement désintéressé que je donnerais aux gens qui veulent monter une liste, liste, encore une fois, qui peut ne pas être partisane, eh bien, c'est de prévoir en nombre suffisant le nombre de noms potentiels à mettre sur la liste, sachant qu'il y a un parcours qu'il faut faire et qu'il faut fournir l'inscription sur les listes électorales, les papiers d'identité. Enfin, il y a quasiment un dossier et qu'il signe son engagement, il y a un dossier par nom sur la liste. Donc, si vous avez pour une ville comme la mienne, qui est entre 15 et 20 000 habitants, il y a 33 élus. Ça veut dire qu'il faudrait à minima fournir 33 noms, mais je sais que nous avions largement dépassé la quarantaine. Alors, En maintenant, d'ailleurs, comment dirais-je, l'équivalence homme-femme. Et ça c'est un travail qui, est assez, qui est assez ennuyeux parce que ça veut dire qu'il faut aussi, à un moment donné, dire à des gens, voilà, vous allez remplir les conditions pour être sur la liste, mais vous n'y serez pas nécessairement. Vous voyez ce que ça, t'as voilà, sauté tout une ce que étape ça dans ton suppose. T'as sauté une étape dans ton raisonnement, parce que tu nous as Ah, parlé peut-être, des oui, gens qui viennent sur la liste pour espionner, mais est-ce qu'il y a des gens qui sciemment se font passer pour candidats et retirent leur candidature à la dernière minute pour absolument. éviter que le pouvoir, enfin, que la liste puisse être déposée? Absolument. Ça, on en a eu 4 ou 5 la veille, au soir.
Il Donc, qui fallait appelle à déposer la la dernière liste. minute en disant je retire ma candidature. Absolument, sachant qu'on n'a plus, normalement, si on ne l'a pas prévu, on n'a plus le temps avant le dépôt. Et en général, le dépôt de la liste est assez tôt le matin, et on n'a plus le temps, finalement, matériel, de mettre quelqu'un. Et alors ça peut être très dangereux aussi lorsqu'il y a un deuxième tour. Parce que si quelqu'un se désiste de la liste avant le deuxième tour, on ne peut plus compléter la liste. Il y a donc c'est des choses qu'il faut savoir. Mais encore une fois, dans ce genre de démarche, pratiquement tous les coups sont permis. Je sais que à l'époque, donc, j'étais au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et le MPF nous avait donné à tous ceux qui montions donc des listes une sorte de bréviaire, justement pour celui qui monte la liste et tous les pièges auxquels on pouvait se trouver confronté. Il arrivait aussi qu'il y ait des gens qui nous donnent leur accord pour aller sur la liste, qui n'étaient inscrits sur aucune liste électorale. Ça, c'est la première chose à vérifier. Parce que pour pouvoir être candidat, il faut être inscrit sur une liste électorale. Or, il y a des gens qui n'avaient, peu importe d'ailleurs où est la liste électorale, ce n'est pas le problème, mais il y avait des gens qui n'avaient jamais été inscrits sur une liste électorale. Et qui Bon, le et savait. cela faisait mine de le découvrir au dernier moment. Bon, moi je veux bien, mais enfin, par charité, je ne dirais rien. Voilà. Non, il ne faut pas être charitable, justement, parce que la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une technique politique consciente que quand on veut empêcher une liste d'émerger, est-ce qu'il est courant, est-ce qu'il est organisé, est-ce qu'il est calculé à l'avance d'y envoyer des candidats qui se désisteront à la dernière minute pour empêcher la liste de pouvoir être déposée? Absolument. Ou dont on découvrait à la dernière minute qu'ils n'ont pas qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour figurer sur une liste électorale. Un exemple assez courant, c'est celui de la domiciliation. Pour être candidat sur une liste municipale, il faut payer des impôts sur le territoire de la commune. Bon, que ce soit un appartement, un studio, un château, un garage, un bout de cave, peu importe. Il faut quelque chose qui justifie, et là, en l'espèce, ce sont les impôts fonciers. Bon, il y a beaucoup de gens qui se font domicilier à titre gracieux chez quelqu'un de la commune. Voilà, en disant voilà, j'habite là. Bon, euh, ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Ou on peut même laisser passer et attaquer après. Vous voyez, ça fait partie des trucs on a un petit peu tordus. Est-ce que tu C'est penses que ces techniques, tu vois, je parlais de la liste des Gilets jaunes. En réalité, moi, je me souviens qu'en 2019, je suivais quelques listes Gilets jaunes. Il devait y en avoir quatre, finalement, il n'y en a qu'une qui s'est présentée, puisque entre les listes dont un certain nombre de candidats figure de proue partaient en disant c'est nul, ce qui tuait la liste, euh, et les listes qui disaient qu'il y avait une promesse de financement, puisque pour les européennes, il faut 800 000 euros en gros pour être candidat, oui, qu'il y avait une promesse de financement à 800 000 euros, et puis 3 jours avant, le financeur se désistait en disant je vous finance pas. Tous ceux qui ont suivi les européennes savent très bien quel entrepreneur je vise et qui a planté deux listes au moins de cette façon. Est-ce que ce sont des techniques utilisées pour empêcher notamment l'émergence de mouvements citoyens, alors que des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne dans une certaine mesure, la Hollande, l'Espagne ont connu des mouvements citoyens? En France, il n'y en a pratiquement pas, il n'y en a pas. Est-ce que ça peut être dû à des techniques de vieux loups de mer de ce genre? absolument. Absolument. C'est même, je dirais, ce qu'il y a de plus facile. Bon, c'est peut-être pas le plus courant, par contre, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Si vous n'avez pas le financement, vous ne pouvez rien faire. C'est d'ailleurs une des anomalies comment dirais-je, de notre droit électoral, c'est qu'on dit que tous les citoyens peuvent être candidats, oui, mais à la condition de trouver le financement de leur liste. Et alors, il y a les difficultés de financement, elles peuvent être nombreuses. Bon, il y a par exemple au RN,
c'était quasiment impossible de financer une liste électorale, enfin une campagne Pourquoi? électorale, pardon. Pourquoi? Parce que personne ne voulait, les banques ne voulaient pas ouvrir de compte. C'était comme ça. Alors, Comment tu faisais c'est alors? d'ailleurs, eh ben, il y a eu l'exemple célèbre de Marine Le Pen qui était candidate en 2017 et qui a trouvé une banque russe implantée en Tchéquie qui lui a prêté, je crois que c'était 9 millions d'euros nécessaires à minima pour faire la campagne électorale de 2017. Mais Alors, cette affaire est bien sur des connue. élections, bon ça c'était l'élection présidentielle, mais sur des élections plus locales, les banques ne voulaient pas s'occuper du RN. Et quand vous n'avez pas de banque pour faire une campagne électorale, c'est un peu compliqué. Comment tu as fait, toi, alors, en Pays de Loire? Alors, moi, en Pays de Loire, je ne m'en suis pas occupé du tout. C'est la tête de liste, un garçon qui s'appelle Pascal Gana, qui lui avait souscrit sur sa tête un emprunt euh, auprès d'ailleurs d'un organisme de financement, une association de financement qui avait été montée par le FN. Il y avait pas mal de temps, les élections étaient en 2015 et ensuite, je me rappelle plus comment s'appelait cet organisme financeur, mais disons il avait des fonds, il les prêtait aux candidats, évidemment. Il fallait espérer que le candidat dépasse le seuil fatidique du remboursement. Sinon, ça posait un problème. Voilà. C'est le problème qui a été posé d'ailleurs enfin, dans beaucoup d'endroits pour les dernières élections municipales, où les listes RN des grandes villes, et notamment dans l'ouest de la France, n'ont pas réussi à déclencher le seuil fatidique du remboursement. Donc à ce moment-là, bah, c'est au candidat ensuite, sur la personne physique, des candidats vers lesquels on se retourne pour payer l'addition. Bon, Ce qui est douloureux. ah bah oui, ça va quand même assez vite, quoi. Bon, moi, j'avais pas eu ce problème-là parce qu'on avait eu des élus, donc on était bien au-delà du seuil de remboursement. Et puis, on avait fait très, très attention aussi à la façon dont on avait mis nos comptes de campagne. Et là, alors là, un petit peu en marge du sujet qui nous préoccupe, je ne saurais conseiller aux candidats que de faire extrêmement attention justement à la façon dont ils dépensent l'argent nécessaire à la campagne. Parce que c'est là-dessous, là, il y a une commission qui est, comment dirais-je, inflexible, c'est la commission des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Eux, c'est eux, en définitive, qui détiennent la clé du remboursement ou pas du remboursement, hein, ou d'un remboursement partiel, et quelquefois, ça peut faire beaucoup de dégâts, hein. C'est quand même des sommes relativement importantes. Bon, pour une élection municipale, nous, on avait été, je crois, trois ou quatre à financer au départ, et puis on avait comme, bon, une campagne locale, il y a différentes façons de les faire, mais ça coûte quand même moins cher qu'une campagne au niveau national, ne serait-ce que par le nombre de choses à publier. Il y a d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faudrait peut-être effectivement que les pouvoirs publics commencent à réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a réellement une égalité des droits en matière de campagne électorale et donc en matière de candidature aux élections? Est-ce que, de ton point de vue, le fait que les banques disent, par exemple, on n'ouvre pas de compte à tel parti, c'est l'espèce de Rassemblement national, mais il peut y en avoir d'autres, est-ce Bien sûr. que ces banques prennent des positions de leur propre fait ou c'est parce qu'elles subissent des pressions politiques? Alors, difficile à dire, puisque nous, on a finalement, au niveau d'une agence locale, ça va être le responsable de l'agence qui va nous dire qu'il a des ordres, qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, on ne sait pas qui donne les ordres en réalité. Mais quand ça se multiplie un peu partout dans le pays, on peut penser que c'est une consigne au niveau national. Cette consigne au niveau national ne peut venir finalement soit que de la direction générale
de la banque, soit parce qu'il y a un ordre plus ou moins, disons, il y a, je dirais, un amical conseil qui est donné. Voilà. Et ça, oui, c'est pareil, c'est imparable. Il y a longtemps d'ailleurs que le problème se pose. On avait à différentes reprises parlé justement d'un financement pour les campagnes électorales qui ne passe pas par les banques ou alors qui est l'obligation du moins d'accéder à un compte. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure cette interview qui va, je pense, poser des questions aux gens les gens voient souvent la politique, les élus, le décorum, les paillettes, ce qui se passe sur la scène, mais ils comprennent pas qu'il n'y a pas de scène sans coulisses. Et au Eh fond, on oui. parle assez peu des coulisses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'opacité des banques ou l'arbitraire des banques est un obstacle à la démocratie? Incontestablement dans ce cas particulier. Bon, maintenant, eux ne le présentent pas comme ça. Eux disent, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de garanties. Bon, vous pouvez ouvrir un compte à titre personnel, on ne vous posera jamais la question des garanties, parce que ça ne leur vient même pas à l'esprit. Dès l'instant où il y a un enjeu politique, je crois que c'est l'excuse qui est prise pour refuser l'ouverture d'un compte. Donc, Bon, de ce point de vue-là, oui, c'est un peu un obstacle à la démocratie, bon, ou du merci moins à Jean. l'égalité des citoyens. Merci Jean. On se retrouve bientôt de toute façon. Et puis, Bien sûr. on continue puisque tu fais partie de l'aventure de la liste Prenons-nous en main qui vit ses péripéties, dont on parlera bientôt. À bientôt, Jean. Merci Eric.